ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la création de contenu organique, c'est la meilleure manière de créer de la confiance at scale. Parce que les réseaux sociaux, les algos font qu'une vidéo peut faire des millions de vues alors que tu as 200 abonnés. Tu peux te lancer sur Insta demain et avoir 10 000 abonnés dans 3 mois si tu te déterres et tu te chauffes vraiment. Et ce compte-là, il a super bien marché. Je suis passé de 0 à 100 000 abonnés en moins de 3 mois. J'ai fait un autre format qui marchait bien aussi. Ça fait un moment que je l'ai pas fait. En fait, je sais pas, un accompagnement à que ce soit 2 000, 5 000 ou même 10 000 euros pour me permettre de gagner ne serait-ce que 3 000 euros par mois, tu vois. VS, faire 3 ans pour faire une école sans trop de garantie qui va me coûter 70 000 balles. J'ai bossé pendant 5-6 ans chez Google et chez TikTok. La création de contenu organique, c'est le truc sur lequel j'ai envie de bosser. C'est le truc qui est pour moi la grosse opporte du moment. Je prenais genre 3, 4, 5, 1000 abonnés par jour. J'ai marre de dédier de l'énergie à un truc qui me génère pas de cash. C'est exactement comme ça que MrBeast choisissait ses vidéos YouTube. Le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est le syndrome de l'objet brillant. Quand t'arrives à un certain niveau de personal brand, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Ça y est, HEC, c'était 70 000 euros la scolarité. C'est sûr que si tu vends ça, il n'y aura que des déçus. Moi, sur Insta, le format qui marche le mieux aujourd'hui, c'est, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, c'est En vrai, je suis trop content de t'accueillir parce que j'ai quand même pas beaucoup de sujets à aborder avec toi. À un moment, j'avais l'impression de te voir partout. En vrai, je te voyais sur LinkedIn, sur YouTube. Alors, sur Instagram, je suis pas trop présent sur Instagram, mais je t'avais quand même vu passer. Et du Ouais. coup, à chaque fois, dès que je vois des entrepreneurs un petit peu qui font des choses intéressantes et ça entre un peu dans ma niche, en général, je les invite dans le podcast. Et du coup, un plaisir. Eh ben écoute, plaisir partagé. Content de pouvoir faire ça ensemble. Hâte de voir à quelle sauce je vais être mangé. Ouais, Mais non, ça va être carrément. Écoute, déjà, alors, je vais essayer de te présenter rapidement de ce que je sais, parce que je suis là un petit vas-y. peu voir, mais tu vois, ce qui m'a impressionné, c'est quand même 150 000 euros, 150 000 abonnés sur Instagram, 50 000 sur YouTube et il me semble 20 000 sur LinkedIn. Et faire ces chiffres-là, surtout sur YouTube et Instagram, en vrai, moi, ça m'impressionne parce que je maîtrise pas du tout. De ce que j'ai vu, tu as quand même brandé un modèle que tu développes, on va dire, pas mal, modèle des 3C. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce que Ouais. c'est, à quel point tu le brandes. Et j'ai vu que tu as lancé des trucs un petit peu à côté, accompagnement 12 mois, etc. Donc, Ouais. j'ai pas mal de sujets là-dessus parce que surtout qu'on en voit plein, enfin de plus en plus en ce moment, tu vois, qui ont une offre plus ou moins similaire. Alors à chaque fois, Ouais. chacune est différente, mais tu vois, le gagne des clients grâce à Instagram ou grâce à LinkedIn, grâce à YouTube, on voit que ça. Donc j'ai quand même pas mal de sujets là-dessus. Ouais, bah écoute, avec plaisir, parlons-en. Carrément. Est-ce que je peux faire une rapide, on va dire, overview des personnes qui te connaissent pas sur moi, ce que tu fais, et après on ira deep dive dans le truc. Ouais, bien sûr. Attends, juste là, le rec, ça a commencé directement ou Ouais, tu alors veux... à chaque fois je fais un cut, j'ai vu que les intros, on va dire, les intros ça marchait pas, le drop, Ok, donc je sais pas quand je l'ai commencé, mais en tout cas le monteur elle a déjà fait ok, commencer. d'accord. Ok, ça marche. Avec plaisir. Alors pour me présenter rapidement, donc bah, moi comme tu sais, je suis originaire de Lille maintenant. J'en étais parti pendant un moment parce que j'ai bossé pendant 5-6 ans chez Google et chez TikTok. J'étais en Ok. CDI, j'étais d'abord à Dublin, après à Londres et après un tout petit peu à Paris. Ok. Euh, et maintenant, depuis fin 2021, je me suis lancé dans ce bain de l'entrepreneuriat avec une envie et une conviction qui était que, bah, en fait, la création de contenu organique, c'est le truc sur lequel j'ai envie de bosser. C'est le truc qui est pour moi la grosse opporte du moment. Et d'ailleurs, j'ai vu passer des posts récemment, tu vois, qui parlaient de des apps qui cartonnaient en ce moment, je pense à Cal, AI aux US, etc., qui disaient qu'en fait, c'est basé par de l'IA, mais aujourd'hui, tout le monde peut créer un tool lié avec de l'IA, mais tout le monde ne peut pas le rendre aussi public que les meilleurs le font, tu vois. Et en fait, ce qui a vraiment compté, c'est la stratégie de distribution, plus que l'outil en lui-même. Ouais. Ouais, petit aparté, mais en gros, du coup, je me suis lancé dans cette aventure-là. Et j'ai testé un peu différents, en vrai, plein de modèles. Et là où j'en suis aujourd'hui, c'est une activité je vais dire j'ai une triple casquette. J'ai une casquette de gérant du studio Le Clap, donc qui est un studio de podcast dans lequel je ne suis pas aujourd'hui, malheureusement, je suis chez moi. Et donc, qui est un studio dans lequel on fait des tournages de podcasts évidemment, mais aussi de tout type de contenu audiovisuel, des créateurs de contenu, des boîtes, des agences qui viennent, etc. Première casquette. Deuxième casquette, la partie création de contenu. Comme tu l'as mentionné, je suis créateur sur Instagram, YouTube, LinkedIn Co. Grosso modo, mon créneau, c'est un peu méta, mais c'est la création de contenu. J'apprends aux gens à créer du contenu en créant du contenu. Euh, et ma troisième casquette, c'est la partie accompagnement et coaching que je fais d'autres personnes. Et donc cette forme-là, c'est un peu l'évolution justement des différentes étapes que je faisais par le passé. En gros, je suis passé par une phase où je faisais un taf d'agence, c'est-à-dire que
créer du contenu. Je crée des vidéos pour en gros, pour du personal branding de CEO. Ok. Et aujourd'hui, je fais plus ça, je fais plus de production, mais j'ai commencé à faire du coaching, du consulting pour plutôt leur dire quoi faire plutôt que leur faire faire. Et désormais, bah, ça, c'est un peu la version évoluée du cheminement par lesquels je suis passé. Euh, et cette troisième activité, je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça à la fois qui me fait kiffer le plus et qui m'occupe le plus de temps aussi, puisque la partie studio, je l'ai bien déléguée maintenant. La création de contenu, ça me prend toujours un peu de temps, on pourra en parler, mais les deux sont vraiment liés. Euh, et voilà, en gros, pour la Ok. présentation, ça te va? Carrément. Le troisième business, là, celui du consulting, c'est l'école des créateurs ou c'est différent? Ouais, c'est ça. C'est C'est l'école ça. des Ok. créateurs. Il y a différents. Je suis en train justement de cet été, on pourra en reparler, mais de lancer un programme un peu différent. Mais grosso modo, c'est ça. Ça s'adresse à des entrepreneurs plutôt profil indépendant, voire en phase de lancement, et qui veulent en gros capitaliser sur la création de contenu, en gros le fait de publier des trucs sur les réseaux sociaux pour développer leur business et trouver des clients. Et donc, bah, je les aide à travers le système des 3C dont tu as parlé pour implémenter une méthode qui leur permette de faire ça. Ouais. T'en as parlé rapidement, on va dire, sur le futur du contenu, à quel point c'est trop puissant. Je pense qu'on en parlera plus à la fin du podcast parce que je pense que on peut vite, on va dire, parler de tout n'importe On en quoi là-dessus. parlait pendant des heures. Ouais, mais j'ai quand même envie d'en parler parce que enfin, j'ai l'impression que tout le monde le dit. Et tu vois, là, on enregistre ce podcast, on est le 28 août. T'as Hormozy qui a fait un truc en vrai énorme, je pense que t'as dû suivre un petit peu, qui est Ouais, uniquement, enfin, on en reparlera peut-être à la fin, mais en vrai, c'est juste un YouTuber qui maîtrise bien Instagram, YouTube. Et juste mm, avec ça, il te fait un lancement en 24 heures à 100 millions d'euros. Et en vrai, ça prouve que je pense que le contenu fait que commencer, tu vois. c'est de la Donc, folie. Ouais. enfin, en vrai, c'est juste fou. Je sais pas quelle est ton analyse là-dessus, à quel point tu l'as suivi, mais en vrai, c'est fou. Ouais, de ouf. Bah, j'étais pas dans le live. Ouais, J'ai pas, j'ai vu le l'avant et j'ai vu l'après. J'ai pas assisté au truc, mais comme tu le dis, c'est juste le témoin de la révolution qu'on est en train de vivre, tu vois, de ce gars qui sortait de nulle part. En vrai, il y a 4 ans, on me disait Hormozy, genre, ouais, inconnu, tu vois, il a pas vraiment de street cred, ou du moins il se l'est construite en fait en créant du contenu. Et bah juste ce gars-là qui sort de nulle part. Et en plus, j'ai regardé une de ses vidéos récemment, celle dans l'avion, je sais pas si t'as vu, bref, ouais, où il dit que bah avec ce lancement, c'est devenu genre, je sais plus, le top 3 des livres fiction dans le monde, tu vois, un truc comme ouais, ça, c'est ouf. de non-fiction. Bref, des stats de fou. Et tout ça, encore une fois, juste pourquoi? Parce que bah il s'est mis à publier du contenu. Alors pour le coup, il a pas juste fait quelques posts Insta, tu vois, il est vraiment bombardé, il dépensait je sais plus combien par mois pour ça. Mais quand même, tu vois, c'est la preuve que bah, en fait, ça paye. Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, la création de contenu organique, c'est la meilleure manière de créer de la confiance at scale. Euh, Confiance parce que organique vs ads, c'est-à-dire bah, organique, en fait, personne te force à regarder du Hormozy. Alors, en l'occurrence, il a fait du ads à fond pour le lancement, etc. Mais de base, tu l'as plutôt découvert par de l'organique. Et pourquoi at scale? Bah, parce que les réseaux sociaux, les algos font qu'une vidéo peut faire des millions de vues alors que tu as 200 abonnés. Et ce qui est la magie aujourd'hui de comment les plateformes fonctionnent. Et c'est pour ça que, encore aujourd'hui, mi-2025, bah, tu peux te lancer sur Insta demain et avoir 10 000 abonnés dans 3 mois si tu te déterres et tu te chauffes vraiment. Et il n'y a aucune de ces plateformes-là qui sont en fait bouchées contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. C'est que je pense que ce qu'a fait Hormozy, en vrai, ça a mis une claque, je pense, à beaucoup de créateurs, parce que ça te montre à quel point tu peux faire que ça, parce que en soi, même si, bon, il a investi dans des logiciels, ou enfin, à voir ce qu'il fait vraiment avec acquisition.com, par exemple, in fine, Ouais, c'est un YouTuber, Instagrammeur, je sais pas, je pense qu'il est sur LinkedIn, je suis pas trop, et en vrai, ça s'arrête là, mais juste, il fait que ça, et le gars a ouais. gagné la confiance des plus grands entrepreneurs qui sont prêts à dépenser, aux US, en vrai, c'est un autre monde, des dizaines de milliers d'euros pour un conseil de Hormozy. Donc en vrai, ouais, c'est juste fou. J'ai l'impression que Hormozy, c'est le meilleur, comment dire, c'est le meilleur infopreneur, mais déguisé en non-infopreneur, tu vois. Parce qu'en vrai, ce qu'il Ouais, vend, c'est un pur infopreneur, quoi. Même dans les délires de acquisition.com, j'avais regardé des trucs qui disaient en fait ce qu'il te vend, c'est des programmes d'accompagnement pour arriver au stade où on peut investir chez toi, etc. Mais le gros de son chiffre d'affaires, c'est les livres, c'est les accompagnements, du high ticket qu'il peut vendre, etc. Donc, sous son masque de un entrepreneur investisseur, en vrai, c'est le meilleur des infopreneurs. ouais. Mais il arrive quand même à dire à chaque fois vidéo, I don't have any sales, I don't have any course to sell. Alors qu'en vrai, il vend que de l'infopreneur, mais le mot est un peu trop galvaudé.
il est bien caché. Ouais. D'ailleurs, juste à ce propos, avant que je te parle, on va dire concrètement de comment t'organiser tes offres et comment ça se fonctionne, toi, tu l'as dit un petit peu, mon programme est un peu méta en mode, t'es sur Instagram, je suppose que les gens, du coup, pour gagner des clients, ils doivent poster sur Instagram. Et tu vois, en fait, tu peux Ouais, vite un truc un peu, entre guillemets, bullshit slash infopreneur classique, là où tout le monde essaie un peu de s'en séparer, parce que infopreneur, je pense que tu peux plus dire que t'es infopreneur aujourd'hui. Tu dis que t'es entrepreneur, coach, etc. Comment tu gères ça, ouais. sachant qu'effectivement, parfois, la barrière entre le truc un peu méta, bullshit, je suis sur Instagram, je te dis de faire des reels Instagram et tu dis à tes clients de faire des reels Instagram, tu vois, et parfois va un peu vite. Comment tu gères ça? Ouais. C'est un bon point. Ce qui est vrai, c'est que, et je l'avais constaté aussi sur LinkedIn, en fait, ce qui est sûr, c'est que quand tu es sur Instagram et tu crées du contenu sur Instagram, en fait, tu as de base un biais où il y a tout le monde qui est intéressé par ce dont tu parles, parce que Mm. littéralement, ils sont sur la plateforme. Donc, si je te fais une vidéo sur Instagram sur comment mieux te servir d'Instagram, bah, par défaut, tout le monde est intéressé. Donc, tu as un peu ce hack de croissance de, par définition, ton sujet, il touche tout le monde. Donc, ça, c'est sûr que c'est un truc bah, dont tous les créateurs de cette niche bénéficient un petit peu. Euh, Après, tu vois, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a des gens comme moi qui parlent de création de contenu sur la création de contenu, je caricature, mais il y a aussi, enfin, moi, les gens que j'accompagne, il y a, je pense, dans toutes les niches du monde, des exemples de créateurs de contenu qui cartonnent dans, je sais pas, dans le jardinage, dans la finance, dans la photographie, dans peu importe la niche à laquelle tu penses, bah, il y a des mecs pour qui leur business tourne quasi exclusivement grâce à la création de contenu. Donc moi, mon modèle, c'est juste de dire, ben, tu vois, dans mes clients, j'ai, je sais pas, j'ai des profs d'anglais, j'ai des anciens banquiers, j'ai des consultants en IA, j'ai vraiment des profils très variés. Et c'est juste que bah, moi, c'est mon domaine de parler du contenu, donc forcément, j'en parle. Mais l'idée, c'est pas de dire aux gens de faire des vidéos sur la méta, faire des vidéos. Tu Ouais, 100%. T'as quitté Google et TikTok depuis combien de temps? J'ai quitté TikTok, c'était fin 2021, donc ça fait, bah, ça va faire 4 ans là. Ouais. Ouais, parce que ma question cachée, c'était quand même, t'as pris en quelques années quand même 150 000 abonnés sur Instagram et 50 sur LinkedIn. Comment t'as fait au début? Parce que là, du coup, forcément, t'as déjà une base et c'est plus simple pour monétiser. Enfin, en soi, je Ouais. pense, je préfère avoir 100 000 abonnés sur Instagram que 100 000 euros, tu vois, clairement. Comment t'as fait au début pour avoir bah, un peu d'engouement? C'est une bonne question. Alors, je vais même te dire, ce compte-là sur lequel tu m'as vu sur Insta, je l'ai lancé un peu plus tard, je l'ai lancé début 2023. Donc, il a Ah, 2 ans et demi le compte la maintenant. vache, ah ouais, Non, ok. fin 2022, décembre 2022 pour être précis. Euh, donc, ouais, en fait, le compte que tu vois aujourd'hui, il a énormément évolué par rapport à ce que je postais au début. Pour te faire l'histoire très rapide, quand je suis parti de chez TikTok, je me suis associé avec un pote et on s'est mis tous les deux à créer du contenu sous un autre compte Insta, TikTok, etc. Et on parlait pareil de, en gros, créateur économie, tout ça. Et ce compte sur TikTok notamment, il est passé de 0 à 100 000 abonnés en 9 mois, je crois, un truc comme ça. Et donc on s'est dit qu'on tenait un truc, tu vois, et il se passait quelque chose. C'est là où on a commencé à bosser avec des créateurs, etc. Blablabla. Et en gros, un an après, je me suis dit, bon, bah moi j'ai envie de monter mon compte à moi perso, parce que c'est un compte, on était tous les deux dessus, c'est très lié à la boîte, etc. Et en fait, au début, pour le kiff, j'ai lancé un compte Insta lié à genre la culture générale, des anecdotes historiques, etc. Bref, rien à voir. Et ce compte-là, il a super bien marché. Je suis passé de 0 à 100 000 abonnés en moins de 3 mois. Je me souviens très bien, j'étais en vacances en Colombie Vache. avec celle qui est devenue ma femme depuis. Et genre, j'ai gagné, genre, je réactualisais la page, j'avais pas de data, tu vois, et genre, j'avais le droit que le soir de checker Ok. mon compte Insta et je prenais genre 3 4 5 8 000 abonnés par jour parfois. Et genre, en 2 semaines de vacances, je suis passé de 10 000 à plus de 100 000, quoi. C'était n'importe quoi. Et parce que, ouais, à l'époque, j'avais trouvé, je sais pas, le format qui marchait bien, etc. Donc le compte là, il a très vite explosé et après, ça a été un petit peu plus stable, tu vois. Et là, en fait, ça fait 1 an et demi maintenant que j'ai complètement switché le contenu sur mon compte. Je parle plus du tout de délire culture G ou autre. Euh, et parce qu'en fait, depuis toujours, j'avais un décalage entre ce que je fais sur Insta, culture G, la petite anecdote, etc. Et mon business qui était de bosser avec des boîtes pour les aider à se lancer sur les réseaux. Donc Ouais. je me suis dit, bah, ça va pas parce que toute l'énergie que je mets sur ce compte Insta, il me sert un peu à rien, à part me faire un peu de street cred en mode bon bah oui, il a compris Instagram, il a 100 000 abonnés, mais ça m'amenait pas de clients en fait. Et donc je me suis dit bah j'en ai marre de dédier de l'énergie à un truc qui me génère pas de cash.
Donc je vais changer ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je crée du contenu sur, en fait, toutes les problématiques et les thématiques que mes clients rencontraient. Bah, je me suis dit, je vais essayer de les, de m'en servir pour créer du contenu et pour attirer d'autres clients, tout simplement. Donc le switch n'a pas été facile au début parce que forcément tu perds une part de l'audience, etc. Mais, euh, mais franchement, sans regret aujourd'hui. Et maintenant, c'est devenu bah, mon asset marketing, mon asset commercial principal, quoi. Ok, ouais. Parce que justement, ce qui explique un peu le ratio de vues sur nombre d'abonnés faible, par exemple, alors Instagram, je connais pas, sur YouTube, tu vois, j'ai vu que tu avais 50 000 abonnés avec des vidéos, tu vois, qui en moyenne font Ouais. peut-être 1000 vues, ce qui est beaucoup dans ta niche, mais du coup, je suppose qu'il avait peut-être un truc avant, parce qu'en général, t'as pas une aussi grosse audience sur YouTube. Et sur YouTube, c'est surtout parce que beaucoup d'abonnés venaient des shorts, en fait. Ah oui, ok, Et ouais. j'ai posté beaucoup de shorts, enfin la même chose que ce que je postais sur Insta, TikTok et Co. Et j'ai eu une grosse vague d'abonnés, mais clairement, le gros de l'audience, il n'était pas là pour les contenus longs. Je me suis mis à faire des contenus longs très tard via bah, un podcast comme toi que j'ai lancé c'était l'année dernière, Ok. pour interviewer des créateurs de contenu. Et donc effectivement, bah là, il y en a quelques-uns qui ont bien marché, qui ont fait un peu de vues, mais les autres, oui, ils stagnent à moins de 1000 vues, euh, ce qui est OK pour moi, tu vois. Ouais, 100%. Et du coup, juste avant de finir sur la partie, on va dire, système 3C, que là, tu braines pas mal. D'ailleurs, du coup, c'est Ouais. vrai que je sais pas si t'as vu, j'ai essayé de m'inscrire 10 minutes avant, et j'ai vu que tu m'as envoyé des messages et des WhatsApp de partout. C'est Ah ouais, j'ai pas vu, c'est Non, mais automatisé. ce qui est bon signe, ouais, bien sûr, je voulais le checker. Quel modèle t'as testé avant? Parce qu'en fait, c'est un peu la problématique que de plus en plus de monde ont. En fait, ils commencent par créer du contenu et ensuite ils font un business, ce qui est en vrai, d'ailleurs, au passage, je pense, la bonne manière. Enfin, tu peux faire ça Ouais. correctement. Du coup, tu t'es retrouvé avec beaucoup d'abonnés sur Instagram, etc. C'est quoi tous les modèles que tu as testés avant de trouver, du coup, Système 3C ou alors l'école des créateurs? J'ai testé énormément de trucs pour te dire. Je vais essayer de les lister de manière exhaustive. Le premier business qu'on avait sur lequel je m'étais lancé, c'était en gros bosser avec d'autres créateurs de contenu, influenceurs, pour les aider à lancer des marques, genre des produits physiques. On l'a fait avec quelques-uns, etc. Mais il n'y a jamais vraiment de projets qui sont sortis de terre. Autre truc que j'ai Ça, fait, juste, c'était excuse-moi, ça, c'est ce qu'on voit, c'est les growth operators, enfin, les trucs, les gars un peu dans l'ombre qui font de ouais, l'argent non, influenceurs, en non? fait, c'était vraiment pour des marques de produits physiques. Tu vois, genre un gros YouTuber qui veut lancer, à l'époque, on avait un gars qui voulait lancer une marque de bougies, tu vois, ou une marque de trucs, enfin bref. Et donc, c'était, genre, aller voir les industriels, fabriquer les trucs, les packaging pour qu'ils puissent vendre ça. Mais Growth Operator, c'est plus genre les gars qui vont t'aider à lancer une commu school, je caricature, mais en gros, Ok, c'est ça. ok. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, je dis ça parce que moi, perso, j'ai peut-être 12 grosses operators qui me démarchent par Ah jour ouais? pour m'aider à lancer une commu school, tu vois. Et je me demande un peu genre, parfois t'as des mecs qui demandent, je sais pas si tu connais un peu cet univers, des gars qui Euh, demandent du 30-50% de tes revenus parce qu'ils veulent gérer ta commu, tu vois. Donc ça c'est drôle. Euh, Autre business que j'ai fait, un business, je suis passé par une phase d'agence classique où en gros on crée du contenu pour des boîtes. ok. Euh, Relativement simple. Ce qui a évolué vers l'agence dont je te parlais tout à l'heure, on faisait de la prod de contenu, mais pour des boîtes, mais surtout pour le CEO de la boîte, pour l'aider à être visible en son nom propre, etc. Euh, et après, au fur et à mesure, en Ouais. gros, je me rendais compte que ce modèle-là, il n'était pas très scalable. Et en plus de ça, la prod de contenu, au sens vraiment l'exécution, le montage, c'est pas là où moi j'ai la plus grande des valeurs ajoutées. Et donc, là où je préférais passer du temps et où je pense que j'apportais le plus à mes clients, c'était dans la phase en amont sur la réflexion sur ta strat, quel positionnement tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois raconter, comment tu dois capter l'attention, etc. Et donc, au final, j'ai commencé à prendre des clients uniquement sur ce type de mission, en mettant de côté la partie vraiment exécution, je viens chez toi tourner et tout. Euh, et donc, c'est comme ça que ça a évolué ensuite vers l'offre sur laquelle je me concentre aujourd'hui, qui est en gros une offre d'accompagnement. Donc, qu'est-ce que je mets là-dedans? C'est en gros du coaching en one-one avec les clients. Il y a un suivi via WhatsApp et il y a aussi une plateforme de formation sur laquelle tu as accès à des modules pour te former sur. En gros, c'est plein de petits tutos que j'ai tournés et que je donne aux clients avec qui je bosse. Euh, et aujourd'hui, c'est la formule sur laquelle je passe le gros de mon temps, qui à la fois enfin, qui marche bien pour une certaine cible et qui, moi, me permet de me concentrer sur ce sur quoi je kiffe et je pense apporter le plus, quoi. Ouais.
Et d'un point de vue, on va dire, très précis, comment tu arrives à répartir la partie, on va dire, du coup, là, on parle de do it yourself, où du coup, la personne le fait tout seul avec un e-learning, la partie done with you, où c'est du coaching one-to-one, et du coup, done for you, en Ouais. l'occurrence, où tu le fais pas. Comment tu arrives à répartir cette partie-là? Parce que, bon, là, c'est une question un peu égoïste. J'ai la même problématique, entre guillemets. Je sais jamais à quel point, tu vois, tu dois faire du coaching personnalisé ou alors des lives où tu réponds aux questions et à la fois juste des parties, entre guillemets, plus formation classique. Comment tu arrives à trouver un peu le bon mélange? Ouais, c'est une bonne question en vrai. Euh, En fait, ma vision des choses, c'est que, tu vois, done for you, done with you et do it yourself, c'est un peu une évolution de ton offre. Je pense que tu dois toujours commencer par du done for you. En fait, la meilleure manière, c'est de mettre les mains dans le cambouis et de faire à la place des gens. Une fois que tu as très bien compris comment il faut faire, bah, tu peux commencer à dire comment faire plutôt que de faire à leur place. C'est-à-dire, en gros, done with you, bah, je suis à côté de toi et je te dis, fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, etc. Et j'ai commencé par ça, tu vas faire du pur coaching, consulting. Et en fait, au fur et à mesure des clients, bah, tu te rends compte que, je sais pas, sur 100% de ton temps avec eux, bah, tu vas en dédier peut-être 30% de ton temps à répéter exactement la même chose à tes différents clients. Donc ces 30%-là, bah, tu peux te dire, bah, en fait, je vais les mettre dans des modules de formation et je vais leur dire, bah, écoute, regarde ça, utilise ça, etc. Et les 70% restants, bah, en fait, on va se concentrer sur ton cas à toi. Au fur et à mesure que tu avances, bah, ces 30% passent à 40, 50, peut-être 70. Et donc au final, ils ont parce que tes modules de formation s'étoffent et deviennent de mieux en mieux foutus, bah, ils ont de moins en moins besoin de toi en perso. Tu peux là commencer aussi à passer sur du coaching plus collectif, faire des groupes, tu vois, parce que tu mets ensemble des gens qui ont grosso modo les mêmes problématiques, les mêmes questions, donc en fait tout le monde se tire vers le haut. Euh, et au fur et à mesure, moi, tu vois, honnêtement, j'en suis pas encore à l'étape de 100% do it yourself. Je sais pas si j'y serai un jour, mais qui est de dire, bah tiens, une formation, démerde-toi et c'est tout. Euh, je pense pas que j'irai vers ce modèle-là un jour parce que je pense que les gens aujourd'hui, enfin en tout cas ceux avec qui je bosse, ils ont vraiment besoin d'être un peu pris par la main, tu vois, et qu'on leur dise un petit peu quoi faire, d'être aussi rassuré parce qu'en vrai, il y a une grosse barrière à l'entrée de la création de contenu qui est psychologique, qui est de juste montrer sa gueule sur les réseaux, de se filmer, de s'afficher en gros. Et ça, le fait d'être accompagné, je vois pour beaucoup de personnes, c'est un gros plus, quoi. Ouais. C'est que je passe mon temps à le voir en appel de vente, même si les gens, in fine, ce qu'il leur faudrait, ce serait une formation. Les gens ont vraiment peur de ça. Enfin, aujourd'hui, si tu fais Ouais, juste formation, tu as accès et tu as un support, enfin, si tu vois le support client, tu vois, c'est fini. Tu vois, ce qu'ils veulent, c'est accompagnement, etc. Même si au final, c'est juste leur dire, écoute, regarde telle vidéo, ou alors, oui, c'est bien, etc. Juste prendre par la main et juste mm, un jour être guidé, c'est ce que les gens aiment bien. Et j'ai l'impression, au plus en truc ils ont de responsabilité, au mieux ils aiment ça, dans le sens, un CEO qui a genre 15 000 trucs à gérer, tu lui dis quoi faire, enfin, il adore. Et moi, le premier, tu vois, l'accompagnement que j'ai fait, en vrai, je paye pour que le gars me dise quoi faire, même si, en vrai, j'ai pas beaucoup appris. Donc, ouais, ouais. 100%. Je pense que le modèle pure formation, en vrai, est en train de mourir. Enfin, je sais pas à quel point tu peux vraiment scaler avec ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Et même, tu vois, enfin, je m'en suis rendu compte avec certains clients qui, tu vois, en phase de découverte, en appel de vente, etc., ils sont en mode, ah, j'ai envie de le faire, mais j'ai peur. Et en fait, le fait de prendre l'accompagnement vis-à-vis justement de leur entourage, ça justifie un peu le truc. Genre, ah bah, je me suis mis à publier du contenu. Oui, mais c'est parce que je suis accompagné avec un tel Ah et tout. oui. Donc, ça les dédouane un peu du truc, tu vois. Et ça, mine de rien, bah, je pense que c'est inconscient, mais psychologiquement, ça aide aussi beaucoup de gens à se lancer, de se dire que ben, en fait, je le fais, mais je le fais bien, dans les bonnes conditions, et on me dit quoi faire, quoi. Ouais. Et une question que je t'ai posée, parce que justement, c'est pour ça un peu que j'ai essayé de, entre guillemets, tu as funnel hack un peu ton acquisition, parce que tu as quand même des gros chiffres et je suis curieux de savoir, on va dire, comment tu as fait ton funnel de vente. Parce que moi, je me pose pas trop la question. En vrai, un lien e-close, ça marche parce que je suis en B2B pur, c'est plus simple. Mais toi, en vrai, je pense que tu as Ouais. quand même beaucoup de personnes qui concrètement cliquent sur ton lien. J'ai vu que pour l'instant, c'était genre VSL opt-in, tu prends l'email et le numéro de téléphone et tu relances. Tu as fait des Ouais. trucs plus complexes ou pas pour la vente de ça? Non, j'ai pas fait de trucs trop complexes. Là, c'est la version la plus complexe que j'ai Ok, déjà. Pendant longtemps, en fait, là, on est en août, jusqu'au mois d'avril, j'avais même pas de VSL. En ok, fait, je faisais tout en setting sur Insta. Donc, c'était moi sur Insta, enfin, le format qui marche le mieux aujourd'hui, c'est en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens, c'est le fameux commente X et je t'envoie telle ressource. Ça génère énormément d'engagement, énormément de conversations. Et jusqu'au mois d'avril, bah, la ressource, je le renvoyais directement en DM sur Insta, tu peux l'automatiser. Et il y avait un message de relance qui s'envoyait en mode
c'est quoi un peu ton profil, en gros, pour essayer de qualifier la personne. Et si après très rapide discussion et qualification, la personne avait l'air effectivement qualifiée, je proposais directement un appel et on appelait et puis ça closait ou ça closait pas. Mais en gros, c'était ça le tunnel. Et depuis le mois d'avril, j'ai mis en place à l'époque une première VSL. Et là, c'est la VSL enfin, le tunnel que tu as vu, il est tout nouveau là, il date du mois de début du mois. Euh, et donc, pareil, la partie WhatsApp, là, ça date de la semaine dernière. Ouais, à ce point-là, ok. Donc c'est tout frais. Mais donc ouais, non, je suis resté là-dessus sur ce genre de tunnel. Pour l'instant, j'ai pas cherché. Alors il y a des séquences mail aussi qui se déclenchent, hein, tu les verras du coup. Mais au-delà de ça, ça va pas chercher plus loin. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner à peu près. Ok, ouais, sympa. Et justement, parce que pour l'école, alors l'école des, attends, j'ai oublié le nom, l'école des créateurs, L'école des créateurs. Ouais, ouais. À quel moment tu t'es dit, alors de ce que j'ai vu, c'est complètement de 12 mois, c'est ça? Enfin, un complètement plus ouais, personnalisé. ouais. Et à quel point tu t'es dit, en fait, je fais une offre différente? Parce qu'en fait, t'as un peu la, et moi je pose la même question, à quel point tu dis que tu fais une seule offre qui est entre guillemets un peu magique, tu mets tout le monde dessus, et une offre un peu à tiroir, en mode accompagnement principal, si jamais tu as un peu de coaching en plus, tu payes, mais tu fais qu'une offre, Ouais. et à quel point tu t'es dit, ok, là, ce que tu fais avec les 3C, c'est formation plus un peu de consulting, je fais une autre offre où c'est que du consulting, enfin de ce que j'ai compris, comment tu arrives à délimiter ça? Euh, Moi, je suis un gros. J'ai un avis assez tranché sur la question, et même c'est souvent ce que je conseille à la plupart de mes clients, c'est d'avoir une seule offre. Je Ouais, pense que c'est bénéfique à la fois pour toi et pour le client. Pour toi, parce que tu mets tous tes efforts, à la fois marketing et aussi tes efforts en termes enfin, de livraison de l'accompagnement sur un seul produit, sur un seul type d'accompagnement. T'es pas éparpillé, ah oui, bah, il y a des clients qui veulent ça, d'autres qui veulent ça, puis c'est pas le même profil, etc. Et côté client, que ce soit en appel de vente ou même par la suite, bah, si tu lui présentes 2, 3, 5, 10 offres différentes, je pense en fait tu vas plus le perdre et le flouter qu'autre chose, d'un point de vue enfin, perception de ton offre. Et même d'un point de vue construction de l'offre, en fait, ce que je me suis dit, c'est bon, c'est quoi mon client idéal? C'est grosso modo l'entrepreneur, coach, consultant qui veut se lancer sur les réseaux pour asseoir sa légitimité et trouver des clients. Ok, c'est quoi son problème principal? Bah, il sait pas le faire, il n'ose pas le faire, il connaît pas trop les plateformes, les codes des plateformes, etc. Ok, bah comment moi, avec tout ce que je sais, toutes mes compétences, etc., je peux designer le meilleur programme ever pour m'assurer au maximum de la réussite de sa transformation, de passer d'un point A à un point B. Et la réponse à cette question, bah, du coup, c'est l'offre que j'ai mise en place, tu vois, l'offre, enfin, l'école des créateurs. Et en gros, moi, mon parti pris, c'est de dire, si tu es dans cette catégorie de personnes et que tu veux aller là, il y a une solution, c'est ça. En tout cas, c'est ma solution et c'est comme ça que je vais t'amener vers ta situation souhaitée. Tu vois, j'ai pas de, si tu veux payer moins cher, tiens, pour 500 euros, il y a cette formation en ligne, etc. Parce que je considère que si tu prends que la formation en ligne, je le fais pas, hein, d'ailleurs, mais si tu prenais qu'une formation en ligne, je te garantis pas la transformation. Je suis pas sûr que ça va vraiment marcher. Et en fait, je te conseillerais pas de prendre la formation en ligne parce que tu as besoin d'un suivi, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui regarde tes vidéos, qui te dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. En tout cas, c'est ma vision des choses et je pense que dans bien des cas, c'est vraiment trop se compliquer la tête de vouloir avoir plusieurs offres pour toi et aussi pour les clients. ok. Mais du coup, t'as quand même deux offres différentes, du coup, non? Du coup, là, depuis, enfin, en gros, j'ai annoncé ce mois-ci Ok, une nouvelle offre qui est en gros que j'ai appelée créateur systémique, c'est ce que tu as dû voir dans le tunnel, qui est une offre d'accompagnement avec un peu plus d'individuels ok. que de collectifs dans l'école des créateurs. Euh, et je suis en train là de me dire qu'en fait, je vais me concentrer sur cette offre-là et progressivement déprécier, on va dire, l'offre un peu plus collective. Et en fait, toujours dans cette optique, donc c'est plus cher, mais je prends moins de clients, mais je m'assure encore plus de leur réussite. Je peux encore mieux chouchouter les quelques clients que je prends par mois. Et en tout cas, moi, c'est un modèle qui me convient, qui me convient. Donc là, je suis un peu dans cette phase de transition où l'offre collective, même, je suis en train de la mettre un petit peu de côté, de plus trop la mettre en avant.
Et là, typiquement, dans la vidéo, tu l'as pas vu, mais dans le tunnel, etc., dans lequel tu es rentré, tu verras, c'est plutôt cette offre-là qui est mise en avant. Ok. Et tous les clients qui sont juste entrés pour la partie 3C, t'essaies comme de les upsell sur la partie, on va dire, supérieure ou pas forcément? C'est une bonne question. Non, j'essaye pas de les upsell parce que tu vois, ils sont déjà rentrés dans un tunnel, enfin, dans un accompagnement d'un an dans lequel ils ont déjà eu beaucoup de Ouais. suivi. Euh, donc pour l'instant, j'essaye pas de les upsell. Aussi parce que tu vois, j'ai pas trop envie d'avoir la sensation je sais pas, d'être le mec qui veut les presser comme des citrons, tu vois. Vous avez payé pour Tu ça, vois, bah maintenant Hormozy, ouais. venez pour euh, parce que ce serait, tu vois, quelque part, avouer, entre guillemets, que ce que je t'ai vendu, c'était pas suffisant. Alors que, en réalité, je suis convaincu que ça l'est quand même, mais il y a juste plus de chances que ça marche, pardon, si je te suis encore plus à la culotte, quoi. Ouais. Alors, je vais pas te demander directement, on va dire, c'est quoi tes conseils sur Instagram, ça fait un petit peu large, mais peut-être te demander un mini consulting, on va dire, rapide pour avoir un petit peu tes opinions là-dessus, parce que typiquement, euh, moi, alors, d'un point de vue perso, j'utilise pas du tout Instagram, enfin, je l'ai bloqué, enfin, je l'ouvre jamais. Je me suis rendu compte quand même qu'il y a 4-5 mois, en vrai, ça marchait quand même bien, et même quand tu es en B2B, t'as des gens qui font beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus, beaucoup de concurrents étaient là-dessus. Je suis arrivé un petit peu avec mon ego, je me suis dit, bon, bah, LinkedIn, en vrai, ça a très vite marché pour moi. YouTube, en vrai, j'en suis très content. Et Instagram, du coup, j'ai lancé des vidéos un peu lead magnet, tu vois, comme ce que j'ai vu. Bah, j'ai fait un like, enfin, du coup, c'était pas forcément fou. Alors, évidemment, sans te demander, on va dire, ce que ça prend, bah, comme tu dis, un an, je pense, c'est beaucoup, on va dire, de choses à répéter. C'est quoi un petit peu les bases? Par exemple, pour moi, qui suis déjà un créateur, j'ai beaucoup de contenu à faire, mais concrètement, les formats, en fait, quand tu pars d'une audience qui même existe, c'est un peu plus simple, mais quand t'as littéralement, tu vois, tu connais personne, tu pars de zéro, c'est quoi un peu les premiers trucs qui te fait, ok, bon, bah, tes premiers clients grâce à Instagram, tu vois, par exemple. C'est très large comme Ouais, question, mais à ma place, par exemple. ouais. En fait, je pense que le piège dans lequel toi Tu peux notamment, dire et puis dessus, ouais. toi, en tout cas les personnes dans ta typologie peuvent tomber, et c'est marrant parce que j'avais fait un podcast avec Hugo Benz aussi, et il m'avait posé une Ah ouais, question très ouais, similaire. voilà, c'est ça. Et en fait, le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de te dire, bah, je suis déjà créateur, j'ai en plus de ça un podcast, j'ai un peu de matière, je me fais pas chier, je découpe mes podcasts, je balance sur Insta et advienne que pourra. Et en fait, c'est la solution de facilité, tu vois, c'est trop Là, simple de je faire l'ai ça. fait, ouais. J'avais pas vu, mais, Mais ouais, bah, c'est mais normal, ça fait marcher, donc, ouais, tu vois, en fait, il faut réfléchir à la manière dont tu as abordé LinkedIn. Tu vois, tu as mis du temps, tu as mis des efforts à décrypter la plateforme, à essayer de comprendre quels étaient les codes qui vraiment marchaient bien, à t'inspirer de leurs accroches, de leurs formats, etc. Et t'es pas arrivé sur LinkedIn avec tes grands sabots en disant, bon, bah, moi, je vais raconter, peu importe ce que je viens de raconter, je balance ça et puis advienne que pourra. Tu t'es vraiment cassé le cul, tu vois, pour faire un truc bien. oui. Et en fait, sur Instagram, bah, tu es un peu obligé de faire la même chose. C'est pas redémarrer de zéro parce que tu bénéficies de tous tes apprentissages, de tous tes sujets, de tout ce sur quoi tu as déjà bossé. Mais par contre, c'est quand même une plateforme qui est assez différente, qui a des codes différents. Et donc, tu es un petit peu obligé quand même de passer par ces étapes-là. Pour moi, la première étape par laquelle tu dois passer, c'est probablement ce que tu as fait un petit peu sur LinkedIn, c'est-à-dire une analyse de ton environnement concurrentiel. C'est bon, bah, les gens qui ont grosso modo le même profil que moi, le même objectif que moi, mais qui ont 10, 100, 1000 fois plus d'abonnés que moi, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ça marche pour eux? Tu vas aller décrypter bah, déjà les sujets, tu vois, de quoi ils parlent, comment ils en parlent, comment ils packagent l'information. Tu vois, le format extrait de podcast, ça peut être bien comme un des formats que tu utilises, mais si tu fais que ça, généralement, c'est compliqué de construire ta brand. Aller regarder les accroches, bref, aller regarder tous les petits ingrédients du succès qui font qu'une vidéo va bien marcher ou pas. Et puis, au fur et à mesure, essayer de les intégrer à ton propre contenu. En fait, tu te construis progressivement j'aime bien dire, ta propre base de données mentale de ce qui marche ou ce qui marche pas. Tu vois. Souvent, tu vois, tu dis, ouais, je passe aucun temps sur Insta. C'est comme si tu disais, je passe zéro temps sur LinkedIn, mais je veux y cartonner. Tu vois, c'est Ouais, c'est c'est vrai. compliqué. Mm. Donc en fait, surtout au début, une fois que ça roule, etc., tu peux lever un peu le pied. Mais au début, tu es quand même un petit peu obligé d'y mettre des efforts, tu vois. Je vais devoir scroller tous les jours. Bah, pas forcément scroller, mais tu vois, au moins faire un peu de taf de recherche, en fait. C'est vrai, 100%. Et alors quand même, même si on va dire, je cherche pas le shortcut parce que du coup, je sais qu'à chaque fois, ça prend du temps. Tout ce qui est quand même lead magnet, et du coup, bah d'ailleurs, c'est sur LinkedIn pour le coup, ça a vraiment très bien marché pour moi. Je pense que c'est quand même ce qui m'a fait exploser tout ce qui est lead magnet.
Sur Ouais, Instagram, de ce que je vois, le peu que j'ai vu, c'est quand même ça qui marche bien si tu veux tenter quand même de péter un petit peu rapidement. ouais. Ouais, carrément. Bah, j'en parlais tout à l'heure, ouais, la stratégie lead magnet, elle fonctionne extrêmement bien sur Insta aussi. Il y a un outil qui s'appelle ManyChat, que tu connais peut-être, Mm. qui permet d'automatiser ça. Mon rêve tous les jours, c'est que ManyChat arrive sur LinkedIn et que ce soit aussi simple sur LinkedIn que ça l'est sur Insta, parce que sur Insta, franchement, c'est... Ça l'est, hein. Enfin, franchement, t'en as pas mal sur LinkedIn, hein. Ah ouais, bah, je suis preneur de tes outils parce que franchement, moi, j'ai pas craqué le truc. Même avec du Wallaxy ou autre. Enfin bref, on en reparlera si tu veux, mais Ouais. j'ai pas craqué le truc. Euh, mais en tout cas, sur Insta, effectivement, ça marche super bien. Et bah, c'est un peu la même logique que sur LinkedIn, c'est un double avantage. C'est à la fois tu captes des potentiels leads, et en plus de ça, ils commentent, donc ils génèrent de l'engagement sur ton contenu. Donc l'algo se dit, bah tiens, c'est intéressant, je vais le montrer à d'autres personnes. Euh, donc ça, effectivement, c'est un très bon usage et c'est une très bonne manière de lancer la machine. Mm. Et dans mon cas, en termes de contenu, si jamais j'ai le même temps, on va dire la même somme d'argent à investir là-dessus, je conseillerais plus de faire du contenu exclusif à Instagram où je joue le jeu un peu de format Reels, etc. Ou alors de prendre un monteur qui peut extraire des vidéos YouTube, par exemple, et des passages intéressants de YouTube, les mettre en vertical. Ça marche pas dans tous les cas, ce genre de truc. Je dirais que ça dépend de tes vidéos YouTube. Je les ai pas toutes en tête, mais si en fait, déjà il faut que ce soit des extraits, tu vois. Donc si ta vidéo YouTube, elle dure 25 minutes, est-ce que tu es capable d'en tirer une vidéo de 1 minute et toujours faire passer un message dans cette vidéo? À savoir Ouais. un message au sens, il y a un début, une livraison de valeur et une fin. Si oui, pourquoi pas? Tu vois, je pense notamment, j'ai vu que tu en avais fait des formats tableau blanc, tu vois, où tu montes des Ouais. trucs, des process, des machins. Ça peut marcher sur Insta en vrai. Ça peut être intéressant, notamment avec une logique d'ailleurs de lead magnet en disant, bah là, tu as vu 1 minute, si tu veux Ok. la strat complète, commente X et je te l'envoie. Ça peut être une bonne idée. Euh, mais tu vois, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur quand je joue le jeu des reels, etc. Euh, Tu vois, souvent, là, je suis sûr que dans un petit coin de ta tête, il y a l'idée de te dire ah, du coup, je dois faire des reels, donc je dois faire le guignol en vidéo, tu vois. Un petit peu. Euh, un petit peu, tu vois, et c'est normal. Mais l'idée, enfin, je pense que l'erreur dans laquelle tu ne dois pas tomber, c'est de te travestir pour faire du Insta ou peu importe le réseau. Mais si tu as une approche, toi, ultra, je sais pas, carré, tu as tes systèmes, tu as tes méthodes, etc., et tu veux les montrer en vidéo, comme tu le fais déjà un peu sur YouTube, bah, tu peux aussi le faire sur Insta. Tu vois, il y a pas de raison que tu n'as pas à te travestir, à être une personne différente pour aussi aller sur Insta. Et d'ailleurs, ça va se sentir si tu fais un truc un peu trop fake. Euh, et je pense que aujourd'hui, le format ultra classique sur Insta de une personne qui est posée face caméra et qui raconte un truc, enfin le talking head classique, je pense que c'est en train de mourir, tu vois. Et c'est remplacé par soit des formats où effectivement je te montre un truc sur mon écran, des formats de conversation entre deux personnes, voire de sketch, tu vois, de fausses conversations entre deux Ouais. personnes. Bref, il y a plein de formats que tu peux explorer, mais il faut explorer les formats avec lesquels tu es les plus à l'aise et pas aller chercher des trucs où tu te dis ah, flemme de faire ça, j'ai l'air d'un con, quoi. Parce qu'en fait, ça va se sentir, les gens vont le sentir et ça va pas marcher, quoi. Mm. Le format qui, toi, t'a fait exploser, alors de ce que j'ai vu, c'était un petit peu ça c'est un bon hook, ça c'est un mauvais hook, non? Enfin, je sais pas si c'est celui-là qui a bien marché, mais j'ai l'impression que c'est un peu le seul format que j'ai vu de toi, parfois passer sur Instagram. Ouais, c'est un format qui a bien marché. Généralement, les vidéos où je parle des hooks, ça marche trop bien, les gens adorent. J'en ai fait plusieurs formats. J'ai fait effectivement, ça c'est un hook à 100 vues vs 100 000 Mm. vues. Des formats où je montre genre sur 5 niches différentes, c'est quoi des bons hooks, etc. Donc ça c'est un truc plutôt cool. Et aussi d'ailleurs parce que bah, j'ai appliqué la stratégie du lead magnet. À la fin de la vidéo, c'est bah, si tu veux des accroches pour ton contenu, commente hook et je te l'envoie. Et ça m'a généré un nombre incalculable de leads, tu vois, vraiment beaucoup. Donc ça marche bien. J'ai fait un autre format qui marchait bien aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, mais c'est des vidéos où, en fait, c'est un peu un format React, où en gros, j'analyse une vidéo virale et j'explique bah, les 3, 4 ou 5 éléments de viralité de la vidéo. Et souvent, il y a des choses à côté desquelles les gens passent, tu vois. Et de prendre du. Enfin, moi, c'est ce que j'incite le plus possible
mes clients à faire, c'est quand tu te balades sur Insta, essaye vraiment d'avoir un état d'esprit d'acteur plus que enfin, de créateur plus que de consommateur. Si tu t'arrêtes sur une vidéo, essaye vraiment de te demander pourquoi. Qu'est-ce qui t'a Hmm. fait t'arrêter sur cette vidéo? Il se passait un truc à l'écran, c'est le titre, c'est la description, tu vois, il y a forcément quelque chose qui a capté ton attention. Et souvent, c'est un mix de plusieurs facteurs. Mais avoir un regard de créateur, c'est essayer de décrypter ces facteurs et surtout de utiliser ces facteurs pour ta fameuse base de données mentale. Tu les remplis, tu dis ah tiens ça a marché, ça a marché, ça a marché. Je vais essayer de moi les remixer, en faire mon propre truc. Euh, et ce travail-là, en fait, c'est un travail que du coup j'avais couché en vidéo. Tu vas dire bah tiens je me suis arrêté sur cette vidéo qui est devenue méga virale. Je vais la décrypter entre guillemets et expliquer pourquoi elle a bien marché. Ça c'est un format qui avait bien marché, que je pourrais essayer de refaire d'ailleurs là à la rentrée. Euh, et donc ouais, c'est des formats plutôt cool. Moi, j'ai une approche où ma strate de contenu, elle attire, elle est quand même relativement grand public, au sens où le contenu, il parle pas uniquement à ma cible de clients, il parle à toutes les gens, toutes les personnes qui de près ou de loin s'intéressent à comment je crée du bon contenu. Donc ça prend en compte des marques, des gens bref, qui n'ont pas forcément de business derrière, etc. Mais c'est une stratégie qui a permis de me faire connaître et de m'amener un peu de crédibilité sur le sujet. Et je pars du principe où même si j'ai 1 ou 3% de mes 180 000 abonnés qui sont effectivement dans ma cible, bah, c'est déjà très bien. C'est un super. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est un super, on va dire, conseil de penser vraiment en tant qu'acteur et pas juste en tant que viewer. Parce que là, je Ouais, réfléchis, je le fais sur LinkedIn. Genre, les rares fois où je lis un post LinkedIn en entier, je me pose vraiment la question de ouais, pourquoi j'ai lu en entier. Pareil sur YouTube, alors que sur Insta, en vrai, je me pose pas tellement la question. Mais ouais. justement, encore plus, par exemple, pour les Reels Insta qui sont parfois un peu débiles. En vrai, t'es là, bon, bah, il a sa boîte débile, ça a marché, vu que je l'ai regardé entièrement, tu vois. Donc, pourquoi ça a marché? Ouais. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais, carrément. Mais après, tu peux te poser la même question sur des contenus un peu moins débiles, tu vois, mais Oui, sur oui, c'est sur des vrai. contenus de tes concurrents ou autres, dans la niche business, ou même prendre des gros créateurs, tu vois, on parlait d'Hormozy tout à l'heure, d'aller un peu scroller ses vidéos et de te demander, mais en fait, pourquoi ça marche, tu vois. Alors, au-delà de l'aura qu'il Ouais. a et de la notoriété aujourd'hui, mais ce que tu peux par contre te demander, c'est, ou même sur un gars un peu plus petit, tu vois, prenons un créateur enfin, même sur mon contenu, tu vois, prenons un créateur à 100 000 abonnés et quelques, tu vas regarder mon contenu, il y a des vidéos qui font 5 000, 10 000 vues, et il y en a qui font 500 000 vues. Et ton travail à toi en tant que créateur de contenu, c'est d'aller regarder, de les décrypter et de dire, bah attends, pourquoi cette vidéo-là, elle a bien marché et pourquoi celle-là, elle a moins bien marché. Et d'essayer de comprendre quels sont les facteurs différenciants et quels sont les facteurs que toi aussi tu vas pouvoir réutiliser derrière. Et je rebondis sur tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, ton premier chantier, c'est ton analyse d'environnement concurrentiel. C'est exactement ça que tu dois faire. Tu tapes des mots-clés dans la barre de recherche, tu regardes quel contenu ressort, tu cliques sur les profils des gens qui ont posté les contenus et tu vas regarder bah, leur top performer. Tu dis, bon, bah, ce gars en moyenne, il fait 10 000 vues. Tiens, il a fait une vidéo à 300 000 vues. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de différent? Et tous ces outliers, bah, en fait, tu peux les prendre, tu te les mets dans une petite base de données, tu les analyses et tu les réutilises. Ouais. C'est exactement comme ça que MrBeast choisissait ses vidéos YouTube. Parce que moi, je sais que j'ai pris ce qu'il a créé un logiciel One out of 10 qui justement analyse Ouais, les performances des vidéos. Et sa seule métrique, c'est à quel point la vidéo a surperformé par rapport à la chaîne. Parce que si tu regardes la vidéo ouais, la plus vue, qui a 2 millions, peut-être qu'elle a juste 2 millions parce que la chaîne a 10 millions, et tu ouais. regardes juste les vidéos, la vidéo qui a surperformé par rapport à la chaîne. Et lui, il se basait que sur ça pour trouver ses concepts. Et du coup, il en a fait un SaaS qui est d'ailleurs en vrai pas mal, que j'utilise. Et du coup, en vrai, c'est vrai que sur un SaaS, c'est pareil. Ouais. Ok, ultra Bah, c'est intéressant. marrant, je suis en train de développer aussi avec un mec, un espèce de petit agent IA qui, justement, Ok. toutes les semaines, sur une base donnée de créateurs qui sont dans ma niche, bah, me fait un rapport des outliers, tu vois, des contenus qui ont surperformé par rapport à d'habitude pour que, justement, ça m'évite de moi faire ce travail de veille, en fait, ça fasse la veille à ma place et ça m'alimente déjà en contenu que je peux exploiter, quoi. Ah, sympa ça, parce que tu bosses c'est un vrai projet qui pourrait devenir un vrai SaaS entre guillemets que tu commercialises ou c'est juste comme ça pour voir ce que ça donne? Écoute, pourquoi pas. Pourquoi Là, pas? pour l'instant, j'en suis à la phase 1 où il faut que pour moi ça marche. Là, ça commence à marcher. La phase 2, ce sera faire en sorte que ça puisse marcher pour d'autres personnes. Peut-être que je vais commencer par mes clients, tu vas les aider à implémenter ça. Peut-être qu'il y aura une phase 3, effectivement, de SaaS. Ça pourrait être pas mal. Euh,
Mais bon, le chemin est long et je pense que je sais pas si tu es d'accord avec moi pour dire que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est le syndrome de l'objet brillant. Tu vois, c'est je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, etc. Donc j'essaye de rester focus sur ma mission, mais ça pourrait clairement être un sens. Ouais. D'ailleurs, tu te considères solopreneur? Parce que je me rends pas compte si tu as des équipes ou à quel point tu es solo ou pas. Moi, j'ai 3 salariés qui bossent avec moi. Ok. Et j'en ai, enfin, en gros, qui sont à cheval bah, sur les 3 activités que je t'ai évoquées. Donc, enfin, la partie accompagnement, c'est moi à quasi 100%. Le studio, il est bien délégué. Et ma créa de contenu, en gros, ils m'aident sur le montage notamment et un petit peu le tournage. Euh, donc, je sais pas si je peux dire que, bah, non, je peux pas dire que je suis solopreneur parce que j'ai une Ouais. équipe. Mais par contre, c'est vrai que euh, je, comment dire? Enfin, en fait, une grosse partie de mon business, il est quand même basé sur ma personne, entre guillemets, enfin, sur mon propre personal branding, au sens où je communique en mon nom, etc., beaucoup plus au nom de la boîte. Ce qui, je pense, enfin, ce que je pense que tout le monde devrait faire. Euh, mais non, du coup, je peux pas me considérer comme solopreneur. Ok. Je Et pense justement, pas. c'est intéressant ton choix parce que, enfin, en fait, tu aurais pu te considérer comme solopreneur si jamais ils avaient été freelance, ce que fait en vrai 90% des gens. Pourquoi tu as choisi de Ouais, les salariés? Tu vois, surtout, tu vois, les monteurs vidéo, c'est un peu le truc classique. Même s'ils ont beaucoup de ouais. taf, en général, tu les prends en freelance, etc. Comment tu as choisi, du coup, toi, de les prendre en CDI? C'est une bonne question. Alors, j'ai un CDI et 2 alternants. Ok. Pourquoi? Déjà pour la partie studio, tu es un peu obligé d'avoir Ouais. des gens qui sont là full time. Légalement, ouais, Euh, ouais, c'est un peu chaud sinon. et en plus de ça, enfin c'est vraiment, enfin moi tu vois, je produis beaucoup de contenu. Il y a aussi pas mal de projets qui sont liés au studio, vraiment en mode agence, donc ils ont aussi beaucoup de choses à faire là-dessus. En fait, il y a beaucoup de volume de taf si tu veux. Donc ils ont de quoi les occuper. Et si je devais prendre des freelances pour faire tout le taf que eux ils abattent, bah ça me coûterait aussi 3 fois plus cher, tu vois. Donc moi j'ai préféré les salariés aussi parce que je pense que je suis là pour jouer à un jeu de long terme, tu vois. Je suis pas là en me disant, bon, bah, je fais un quick win et dans 3 mois, c'est fini. Donc, comme je me projette un peu, c'est aussi rassurant et c'est aussi un luxe d'avoir des gens sur qui se reposer, tu vois. Bah là, typiquement aujourd'hui, comme je te disais, je suis resté à la maison. J'ai taffé un petit peu, mais je sais que mes équipes, elles sont au taf. Il y avait des tournages en cours. Ils sont en train d'avancer sur des montages pour mon contenu de la semaine prochaine. Euh, je suis content d'avoir une équipe sur laquelle je peux compter, quoi. Ouais. Et je pense qu'avec des freelances, tu peux recréer ça, mais c'est un peu plus, c'est pas la même vibe, quoi. Je pensais pas qu'on allait en parler, mais c'est vrai que là, du coup, tu m'as rendu un peu curieux sur la partie, on va dire, dont tu gères le clap et dont tu le développes. Parce que c'est vrai que de ce que j'ai vu, ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, c'est un modèle quand même très très hybride où je suppose que ton offre, c'est du coup à la fois, je te loue les locaux, donc un peu le truc à l'ancienne, on va dire, je te loue à l'heure, etc. En plus de Ouais. ça, tu as une couche où je te fais le montage. En plus de ça, tu as une autre couche où je te fais vraiment des shorts, etc. Enfin, d'ailleurs, je t'invite à peut-être développer un peu tes offres là-dessus. Comment tu as structuré tout ça? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, ça a commencé par. En fait, pourquoi j'ai ouvert ça? C'est parce que, à la fois, il n'y en avait pas à Lille. C'est vrai. J'en avais besoin, moi, à titre perso, parce qu'avant, je tournais dans ma chambre et c'est commencé à être chiant de tout faire dans ma chambre. Et trois, bah, je commençais à avoir besoin de bureau parce que c'était l'époque où je commençais à recruter. Donc j'ai fait un peu d'une pierre 3 coups et je me suis dit, bon, bah, on va ouvrir cet espace. Euh, et donc les offres, bah, c'est simple, je me suis un peu adapté au marché. Je me suis dit, bah, de quoi les gens ont besoin, c'est d'avoir un espace dans lequel tout équipé, dans lequel ils peuvent tourner du contenu de qualité. Très bien, on propose ça. Au fur et à mesure, on commence à avoir des gens qui nous demandent aussi des prestats de montage. Euh, pour caricaturer, j'avais la flemme de faire du custom pour tout le monde, donc j'ai standardisé le truc et je dis, bah voilà, un podcast c'est autant, et on va te mettre ça dedans, et c'est tout. Euh, on prend encore de temps en temps des projets custom, mais grosso modo, j'essaie de standardiser le plus possible cette partie-là pour que pour que ça roule. Euh, mais donc ouais, voilà un peu comment ça a fonctionné. Et il y a même une part aussi de clients qui viennent au studio pour juste tourner. Et en fait, en discutant avec eux, bah, ils finissent dans l'école des créateurs, dans l'accompagnement, parce qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés. C'est Euh, marrant. et parce que d'ailleurs, je fais un aparté là-dessus, mais parfois c'est aussi le piège de personnes qui il y en a qui viennent au studio, qui viennent et qui sont là pour se lancer dans la création de contenu. Et en fait, je leur dis, mais les gars, genre, qu'est-ce que vous faites là en fait? Vous n'avez pas besoin d'avoir un studio de ouf avec, là, vous avez 20 000 balles de matos, de caméra, de lumière, etc. Commencez déjà avec votre iPhone, prenez-vous un trépied à 30 balles sur Amazon, vous pourrez faire des trucs géniaux. Euh,
au vu de leur profil et de leur objectif. Presque, je suis là à contre-pitcher l'offre du club, tu vois. Mais parce que pour des profils qui se lancent et débutants, bah voilà, c'est quand même un certain budget, etc. Euh, et c'est comme ça qu'au final, il y a certains clients qui sont venus dans l'accompagnement où on est passé d'une phase de presta à une phase de plus de consulting où je les aide à se lancer. Et pour l'acquisition du clap, tu fais des choses un petit peu, on va dire, créatives ou c'est juste, tu mets ça sur LinkedIn et YouTube, les gens savent qu'à Lille, il y a un studio? Je pose la question parce que c'est vrai que ça me fait un peu rêver parfois d'avoir un business entre guillemets physique et à quel point tu peux utiliser le digital pour vraiment faire des trucs que aucun concurrent pourrait faire. Il faut en sorte qu'il Ouais. soit, tu vois, rempli H24. Euh, on fait pas de trucs de fou en vrai pour l'acquisition du clap. Je pense que c'est un. euh, alors pendant longtemps, on n'avait pas de concurrent. Il y a un deuxième studio qui a ouvert là il y a 6 mois, je crois, Ok. sur l'île. Euh, En vrai de vrai, je pense que le clap ne pourrait pas vivre tout seul. Tu vois, on n'est pas rempli du matin au soir, etc. Et les revenus que ça génère, ça pourrait pas suffire à alimenter les 3 salariés et moi et le loyer, tout ça. Donc c'est une bonne activité c'est un bon produit de prix, enfin de produit d'appel entre guillemets, et ça ouvre vers d'autres offres. Mais ce qu'on fait concrètement en marketing, alors au début j'ai fait un peu de bruit entre guillemets sur LinkedIn surtout, ce qui m'a ramené pas mal de gens en local dans les studios. J'ai fait un peu des trucs physiques, tu vois, une soirée d'inauguration, etc. Donc ça c'était chouette. Euh, mais une fois que ça s'est passé, on s'est vite positionné. En vrai, aujourd'hui, tu nous cherches en SEO, on est numéro un, tu vois, sur Google and Co. Donc en fait, c'est comme ça aujourd'hui que viennent la plupart des gens. Et il y a aussi l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de repeat. Il y a beaucoup de gens qui viennent et reviennent et reviennent, qui en parlent autour d'eux. Parce que mine de rien, les gens qui créent du contenu, ils connaissent souvent d'autres gens qui créent du contenu. Euh, donc ça a été ça, beaucoup notre apport d'affaires. J'ai pas fait de, alors je sais que c'est ta spécialité, mais j'ai pas fait de prospection, acquisition, co. Euh, En tout cas pour développer ça. Et aussi parce que, comme je te disais au début, je considère que là, je mets une grosse partie de mon énergie sur plutôt l'accompagnement, etc. Oui. La question cachée, parce que j'étais un entrepreneur qui voulait savoir si ça peut se scaler, c'était est-ce que tu peux en faire une franchise et tu fais ce que t'en as encore aucune? La réponse en vrai, du coup, elle est non. Enfin, si tu fais ça juste pour la rentabilité en tant que tel, compliqué de Ouais. faire un truc rentable. Bah, tu connais Podspace à Paris? Non. Ça te parle? Non? C'est ce Bah, qu'on fait. Podspace à Paris, je sais pas si c'était le premier, mais en tout cas, c'est le plus gros aujourd'hui studio de podcast. Ils en ont plusieurs à Paris et ils se sont développés en mode franchise. Ok. Et justement, celui qui est ouvert à Lille, c'est un Podspace Lille. Ok. Euh, mais c'est sur un modèle de franchise où en gros, c'est juste un gars qui a pris la licence, il n'est pas salarié, c'est pas eux, etc. C'est lui qui a fait l'invest, il prend la licence du nom, des process, etc. Euh, mais donc, ils en ont quelques-uns en propre et ils en ont quelques-uns en franchise. Euh, Moi, je pense que c'est ce que je disais souvent aux personnes qui me demandaient conseil. Ah, je veux lancer un studio je sais pas, à Bordeaux, à Biarritz, à Strasbourg ou autre. Je leur disais, n'est pas que ça, tu vois. Si t'as que ça, c'est compliqué. Parce que dans une ville secondaire comme Lille, par rapport à Paris, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de marché pour remplir un studio du matin au soir sur un modèle juste ça tourne et on t'envoie tes fichiers. Évidemment, sur un modèle plus agence où tu vois, parmi nos clients au CLAP, on a du Décathlon, Boulanger, Ok. il y a des gros trucs, tu vois, qui sont venus aussi. Et eux, ils demandent pas juste on vient tourner 2 heures, envoyez-nous les fichiers et ciao. Ils veulent un peu de montage, ils veulent être conseillés, ils veulent machin. Euh, donc sur ce business-là, qui est un vrai business d'agence classique, juste il se trouve qu'on a en plus l'outil de tournage, bah, ça peut marcher. Mais sur uniquement le business, c'est l'utopie d'avoir un studio physique qui tourne tout seul et qui fait rentrer du cash, je pense que c'est une utopie justement et que c'est pas aussi simple que ça. Ok. Sur le long terme, toi, tu te vois encore créer du contenu pendant autant d'années que tu te vois en vie? Que je me vois en vie, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas prévu d'arrêter. J'ai même envie d'accélérer encore plus, tu vois. Euh, c'est un peu comme je fais un aparté parce que je regardais une vidéo là-dessus il y a pas longtemps. C'est comme les mecs qui sont dans la crypto et qui disent qui ont plein de bitcoin et qui disent en fait j'en ai pas assez, il faut que j'en ai plus. Bah là c'est un peu pareil avec le contenu, tu vois. Je me dis en fait je tout ce qui m'est arrivé aujourd'hui, le business, le client, tout ce que j'ai construit, c'est grâce à du contenu, tu vois. Donc en fait bah, j'ai envie d'en faire plus. J'ai envie de continuer, etc. Euh, Moi, ouais, non, je me vois pas arrêter.
Je pense que ça peut se compléter avec d'autres leviers d'acquisition. T'en connais un rayon, mais grosso modo, je pense que le contenu, comme je disais aujourd'hui, enfin comme je disais tout à l'heure, c'est la meilleure manière de créer de la confiance, tu vois, et c'est un truc que à mon avis, ne devrait jamais arrêter. Ça peut être renforcé et épaulé par peut-être de l'ADS ou de l'acquisition, de la prospection, etc. Mais non, à mon avis, il faudrait surtout pas que j'arrête. Ouais. Et à quel point tu différencies, alors surtout pour toi quand tu as des gros chiffres, le contenu de la personal brand, dans le sens en fait, tu peux dire je suis créateur de contenu, je fais beaucoup de vues et tu fais un truc entre guillemets un peu court terme où tu vends des produits ou des formations, etc. À l'inverse, et là c'est un peu la théorie que moi je crois un peu plus sur l'aspect entre guillemets gourou. Un gourou, c'est pas forcément, on va dire, un mauvais terme, tu vois, mais où tu crées une vraie communauté qui en fait dans 10 ans est encore là, tu vois, bah, typiquement Hormozy, tu vois, en soi, tu crées du Ouais. contenu et c'est ce que j'essaie de faire. Tu vois, j'ai fait un school, etc. En vrai, j'en fais pas grand chose, mais je me dis que ça me suivra sur le long terme. À quel point, toi, tu essaies de créer ça ou pas, ou tu es quand même plus focus? Enfin, déjà, c'est quoi la différence selon toi entre contenu personal brand et à quel point tu es focus, entre guillemets, vraiment, guru, c'est un grand terme, mais on va dire personal brand? Bah, c'est marrant parce que ça allait être ma question de c'est quoi selon toi la différence contenu Ah, bon. entre contenu et personal brand parce que en fait euh, enfin, pour moi c'est pas l'un ou l'autre tu vois c'est créer du contenu construit ta personal brand tu vois non je sais pas Ouais. c'est quoi selon toi Si, la ouais. différence. Ouais, en fait, ce que j'ai en tête, ouais, et j'ai un exemple, bah, du coup, je dirais pas son nom. En fait, il y a quelques années, genre, on était plus ou moins, j'avais un personne proche qui était entrepreneur, pareil, qui faisait du contenu, et lui était uniquement focus sur un contenu pur éducatif, en gros. Il faisait des gros vues, j'étais un peu jaloux, on va dire, entre guillemets, de ses vues. Il faisait du gros contenu éducatif, il se mettait pas trop en avant, mais il créait du contenu, tu vois. Et en fait, il a Ouais, changé de niche, mais il est reparti à zéro, tu vois, parce que aucune personne ne l'a suivi. Et là, il me semble, il a refait pareil. En fait, c'est pareil. À chaque fois, il perd, il repart de zéro. Là où moi, j'ai fait un peu bullshit entre LinkedIn, tu vois, un peu personal brand. Tu mets des photos à la plage, tu racontes un peu ta vie. Bah, j'ai ouais. pas fait que ça, mais je l'ai fait. Et au final, tu vois, je pense que les personnes, même si là, depuis le début, j'ai quand même pas mal switché, on va dire, de secteur, etc. Je les ai gardés parce que ils sont plus attachés à ma personne que juste le contenu ou l'expertise que je partage, tu vois. Je dirais que, Hmm. je dirais que selon moi, c'est ça la différence. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire en fait en gros tu touches à un sujet important qui est euh, comment tu places ta personne dans ton contenu, quoi. Ouais, Euh, et je vois très bien ce que tu veux dire, où il y a certains contenus où en fait on s'en fout de qui les raconte. Ce qui compte, c'est le contenu en soi. Et il y a d'autres contenus où on va regarder, ou à l'inverse, on s'en fout de ce qui est raconté parce que la personne raconte, ça devient intéressant. Tu vois, t'as d'un côté les influenceuses, ou si je regarde une vidéo de Lena Situation parce que je suis fan, et ben elle peut me raconter comment elle a changer son dressing, ça va m'intéresser. Et à l'inverse, il y a des contenus où, peu importe, parfois je vais chercher des vidéos sur YouTube, des trucs très précis, etc. Je m'en fous de qui a posté, mais il a la réponse à ma question, je vais l'écouter. Donc il y a un peu ouais, deux extrêmes. L'idée, c'est de trouver un peu l'équilibre entre les deux. Euh, je pense que c'est dans un premier temps plus facile alors peut-être pas sur LinkedIn, mais en tout cas sur Insta, plus facile de créer du contenu qui est, je dirais, selfless, tu vois, enfin dénué d'ego, où en fait tu le fais pour les autres, tu le fais pas pour toi, tu fais pas ton personal brand. Parce qu'en fait, j'aime bien dire que par défaut, les gens n'en ont rien à foutre de ta gueule. Et donc ouais. si tu arrives sur Insta en disant j'ai fait ci, je pense ci, voilà mes photos de moi à la plage, etc. Je pense que l'immense majorité des gens en ont rien à foutre. Mais si en revanche tu arrives avec du contenu qui parle d'eux, parle de leurs problèmes ou parle juste de quelque chose qui va les intéresser, et ben là tu peux commencer à faire des vues. Mais pour moi, la première étape, c'est d'abord je fais des vues, je me rends visible. Et la seconde étape, c'est je me rends crédible et je commence à développer une forme de lien pseudo-émotionnel, affectif avec les gens qui te regardent. Euh, mais commencer par ça, à mon avis, c'est compliqué. Ou peut-être, enfin, tu vois, c'est un peu l'approche influenceur 1.0, tu vois, des années 2000, 2010, Ouais. 2015. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu vas vraiment aller vite, tu dois d'abord faire du contenu complètement dénué d'ego, où tu le fais pour les autres et où en fait, on s'en fout de ta tête, tu vois. Tu te montres, c'est pas une question de pas se montrer, mais juste le contenu n'est pas centré sur toi. Tu vas faire du contenu sur, je sais pas, je prends ton cas, sur, je sais pas, Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, ton contenu, tu dirais qu'il est centré sur toi ou plutôt pas? Justement, bah, j'essaie de faire un peu les deux, justement. Ouais. Parce que moi, je dirais, tu vois, dans ton cas, du contenu, je sais pas, par exemple, j'analyse les meilleures stratégies d'acquisition Ouais. des boîtes, des agences, ce genre de choses.
bah, en fait, si moi je suis patron d'agence, je m'en fous que ce soit toi qui me le dises. Juste l'info m'intéresse et Ouais. je vais aller regarder. Euh, donc ça, c'est plus facile à mon sens de te rendre visible sur ça. Et une fois que on a regardé plein de vidéos de toi, bah, en fait, on apprend aussi à te connaître progressivement. Parce que dans une vidéo où bah, j'analyse les meilleures stratégies d'acquisition, bah, certes, on me donne les stratégies d'acquisition, mais on me donne surtout ton avis et ton analyse sur ça. Donc en fait, on commence à créer un affect autour de ça. Et je pense que la personal brand, ça met beaucoup plus de temps à se construire que, que simplement faire des vues, tu vois. Parce que si tu fais une vidéo demain à 100 000 vues, ça veut pas dire qu'il y a 100 000 personnes qui sont fans de toi. Même si tu as 100 000 abonnés, ça veut pas dire ça du tout non plus. Euh, et bon, je pense qu'on connaît tous enfin, plein d'exemples de gens qui ont plein d'abonnés, mais en fait, personne vraiment les connaît, tu vois, et c'est OK. Euh, donc ouais, je dirais que première étape contenu et peut-être personal brand, c'est un truc vraiment plus de long terme, quoi. Ouais, ok, ouais, super intéressant. C'est que quand tu as un certain niveau de personal brand, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Enfin, Alex Hormozy qui se brosse les dents, je pense que les gens regardent ça en boucle, ce qui explique comment il se brosse les dents. Enfin, du coup, Ouais, ouais, non, mais c'est clair. c'est le niveau un peu gourou, du coup, mais ouais, c'est que tu commences par les trucs purs éducatifs et tu fais la Ouais. transition. Ok, ouais, très En fait, intéressant. il faut donner envie. Tu vois, pourquoi t'écouterais Alex Hormozy sur comment il se brosse les dents? Bah, parce que tu l'as déjà écouté 100 fois sur des trucs 1000 fois plus intéressants. Tu connais toute sa vie, tu connais sa femme, tu connais ses valeurs. Tu te dis, ouais, le gars, il a fait un lancement de ouf, etc. Si c'était un gars random qui expliquait exactement la même méthode sur comment se laver les dents, tu t'arrêterais jamais. Tu vois. Ouais. Donc c'est sûr qu'une fois que tu as cet asset qui a une valeur de dingue, qui est ta personal brand, tu peux en faire ce que tu veux. Tu vois. Un autre exemple, c'est Anthony Bourbon qui passe de je vends de la bouffe en poudre à je crée un club d'investissement massif. Bah, de base, s'il n'avait pas construit toute sa personal brand, ça aurait eu aucun sens, tu vois. Et aujourd'hui, bah, il passe plus de temps sur ce second business que sur le premier, qui est probablement plus lucratif, tu vois. Ouais, c'est 100%. Et une dernière question que j'avais aussi, c'est un peu sur la partie concurrence, parce que si on regarde de loin, en gros, c'est, alors, on fait du make money, en vrai, on fait tous du make money, mais dans le sens, c'est, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner ta vie sur Instagram, etc. Là où tu as eu des centaines de coachs un peu qui ont arnaqué, tu vois, les plus connus, alors, tu vois, genre, récemment, alors, j'ai pas trop suivi ça, tu vois, les Margot Cunégon et tu vois, Antoine Blanco. Alors, ils font Ouais. pas pareil que toi, mais tu vois, dans les grandes lignes, on va dire, un point de vue, des gens, entre guillemets, qui scrollent, c'est aussi comment gagner 5-10 000 euros ou alors plus de clients sur Instagram. Est-ce que tu as eu le problème un petit peu de clients qui sont là, non mais écoute, moi j'y crois plus, ton truc de formation, etc. Parce qu'en vrai, ton modèle, en vrai, c'est plus ou moins ça aussi. Ouais. Non, j'ai pas trop été confronté à ça. Après, enfin, c'est sûr que mais je suis pas confronté, mais enfin, ça veut pas dire qu'il y a pas de gens qui pensent ça, tu vois. Mais je pense que Ouais, les gens qui pensent ça, ils Tu- rentrent pas dans le ouais, truc c'est sûr. jusqu'à prendre un call, etc. Euh, je pense que le monde de l'infoprenariat, parce que c'est ce que c'est, tu vois, il a quand même aujourd'hui, enfin, il adresse au final une part de la population qui est en fait assez petite. Il y a plein de gens enfin, le nombre de gens qui ont déjà payé pour une formation en ligne ou un accompagnement, etc. En vrai, il est pas très grand. Tu vois, Ouais, c'est tu vrai. sors dans le monde réel, tu vas parler à tes potes qui font autre chose. Ils disent jamais de la vie, quoi. Je vais pas payer une formation en ligne, ça n'a aucun sens. Donc je pense que, tu vois, il y a encore un gros travail à faire sur l'éducation un peu du marché. Moi, par contre, à l'inverse, je sais que j'ai eu plein de fois des calls avec des gens qui m'ont dit et ça me fait trop plaisir, tu vois, qui m'ont dit ce monde-là, ça me fait peur, mais enfin, en gros, j'ai l'impression que c'est tous des bullshitters, mais je t'ai bien aimé, t'avais l'air à peu près normal, et donc je te fais confiance, tu vois. Euh, et donc, il y a des gens qui ont besoin d'être un peu rassurés sur ça. Je fais de mon mieux au quotidien pour les rassurer. Mais d'ailleurs, juste le fait d'être régulier et d'être là depuis longtemps, bah, en fait, c'est aussi l'un des meilleurs arguments de réassurance. Tu vois, c'est de dire, bah, attends, moi, je crée du contenu depuis 3 ans, j'ai eu X nombre de clients avant toi, je serai encore là dans X années. Entre guillemets, je vais pas prendre ton argent et partir à Dubaï. Enfin, tu vois, tu as les numéros de mon entreprise, je suis en France, je suis machin. Enfin bref, j'essaye de les rassurer du mieux que possible. Mais c'est sûr que tu vois, il y a des personnes qui prennent un accompagnement et qui disent ah, putain, j'avais jamais fait ça de ma vie, ça me fait un peu flipper. Pas que tu sois pas légitime, mais juste que je sais pas, j'ai jamais fait ça, je sais, je sais pas ce que c'est, Ouais. tu vois. Euh, mais donc je pense il y en a encore plein et les gens passent le pas progressivement. Et je pense aussi que tu vois, on est dans une phase où j'ai vu une stat il n'y a pas très longtemps qui disait que ça y est, HEC c'était 70 000 euros, je crois,
la scolarité, tu Ok, vois. ouais. Et de plus en plus, en fait, il y a des gens, alors ça c'est surtout valable pour les jeunes, mais des jeunes qui vont se dire, bah, en fait, j'ai, je sais pas, un accompagnement à que ce soit 2000, 5000 ou même 10 000 euros pour me permettre de gagner ne serait-ce que 3000 euros par mois, tu vois. VS, faire 3 ans pour faire une école sans trop de garantie qui va me coûter 70 000 balles et pendant laquelle je peux pas vraiment bosser en même temps. Euh, donc bref, je mets pas sur un pied d'égalité HEC et une formation en ligne, tu vois, mais en tout cas, ça vient de plus en plus, je dirais, rebattre un peu les cartes. C'est que ça, c'est un peu la grande théorie derrière ça. Je sais plus qui en avait parlé, mais j'ai trouvé ça intéressant dans le sens, comme on est un peu dans un microcosme, t'as l'impression que la formation en ligne, etc., c'est bouché. Mais en soi, quand tu regardes, en vrai, c'est genre on est à 1% parce que de un, bah, effectivement, l'école, c'est de moins en moins, on va dire, intéressant. Alors, t'as plein de métiers où il faut absolument le faire, mais pour d'autres, quand tu vois une école de commerce, alors, même pas HEC, même des écoles de commerce moyennes, voire presque mauvaises, tu vois, c'est les mêmes prix, tu vois, 30, 40 000 euros, t'as beaucoup. Et aussi le fait que tu as de plus en plus d'indépendants qui sont en train d'exploser, qui du coup, soit sont freelance, indépendants, peu importe comment ils s'appellent, qui veulent se former, et qu'en vrai, enfin, même si on a l'impression que c'est sursaturé, on est vraiment, genre, je pense, à 5% de ce qu'on peut faire, tu vois, en termes Ouais, de pure ouais, formation, apprentissage, éducation. ouais. Ouais, je suis 100% d'accord. Je pense que c'est encore un marché qui va. Mais c'est un bon point. Je pense que en étant dedans, on a l'impression que c'est sursaturé. J'ai l'impression qu'il y a plein de mecs qui font ça, il y a Ouais, plein de gens qui prennent des accompagnements dans tous les sens, etc. Mais dès que tu dézoomes un peu et que tu sors la tête du monde virtuel et tu vas parler aux gens dans la rue, même de notre âge, tu vas pas forcément les vieux, tu sais, tu vas parler à des gens qui ont un métier pas du tout digitalisé ou web ou personal branding ou que sais-je, nanana, ils sont pas du tout dans ces trucs-là, tu vois. Donc je pense qu'il y a encore une grosse part de la population qui va progressivement s'ouvrir à ça. ouais, 100%. Ouais, j'ai passé un mois avec mes potes là en montagne qui sont du coup pas du tout dans le secteur. Et c'est vrai que juste, enfin, Ouais. même le principe tu vois, de formation, en vrai, ils savent pas tellement genre, c'est des PDF, c'est quoi, etc. Et in Ouais. fine, c'est sûr que je pense, dans leur vie, ils prendront des formations. Du coup, en fait, c'est juste un marché qui, pour l'instant, ne le sait pas encore, mais peut devenir énorme. Ouais, carrément. Et je pense la notion de formation, enfin tu vois, je pense, même moi, hein, moi le premier, franchement, quand allez, il y a 5 ans avant de me lancer dans ce truc-là, on me disait formation en ligne, euh, direct, genre j'ai red flag, arnaque, tu vois. Genre franchement, hein, tu dis, et je pense que c'est ce qui se passe dans la tête de, tu dis formation en ligne, tu penses à Dubaï et un flux voleur et tout ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment, je pense, dans la tête de 95% des gens, c'est l'association qui se fait. Donc, le fait de voir des gens qui essayent de bien faire les choses, comme toi, comme j'essaye aussi, je pense que ça va. J'essaye de participer à démocratiser ça et à faire comprendre aux gens qu'aujourd'hui, bah, une formation en ligne, c'est juste une formation qui se passe en ligne parce qu'aujourd'hui tout se fait en ligne. Enfin, tu vois, c'est de la même Ouais. manière qu'il y a plein de gens qui prennent des formations au taf ou à l'école ou autre, bah, c'est pas si différent, quoi. Ouais. Je pense qu'en fait, le seul problème, c'est que les formateurs en ligne sont trop bons en marketing par rapport au reste. Et le seul problème, c'est qu'en fait, tu as un gap entre enfin, les attentes et la réalité dans le sens, même si une formation en ligne est meilleure une école, à la fin, elle te promet, si t'es gentil, peut-être un taf à 3 000 euros à la fin, tu vois. Là, le Ouais, formateur, il te promet 1 million en un an, tu vois. Et au final, la personne est plus déçue, alors qu'en soi, la qualité du produit est meilleure, mais juste comme il a survendu le truc, ouais, forcément, elle peut que, entre guillemets, être déçue. ouais, c'est clair. Ouais, bah ça encore une fois, c'est la caricature du truc, tu vois, Ouais. c'est la formation qui va t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois dans 3 mois. C'est sûr que si tu vends ça, il y aura que des déçus, hein. C'est quoi la dernière grosse chose sur ta to-do, là, à faire dans les prochains jours, prochaines semaines? Et après, je te Dans ma laisserai. to-do, ah, c'est une Ouais. bonne question. Dans ma to-do, Peut-être que t'as rien, hein. Non. comment? Peut-être que t'as rien, c'est la belle vie. Ah non, j'ai pas rien. Mais en fait, j'ai tellement de trucs que je sais pas quoi te dire. Attends, bah, je vais regarder rapidement. Il faut que je crée des études de cas de mes clients parce que c'est un truc que j'ai tendance à genre partager des screenshots, je suis que c'est clients machin, mais faire des vraies belles études de cas, je pense que ça pourrait être bien. Euh, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent dans l'équipe la semaine prochaine, donc j'ai envie de bosser un peu. Ça va être mon programme là demain, je pense, de bosser sur un peu la définition de leur cadre, de leurs objectifs, des systèmes dans lesquels ils vont s'intégrer pour faire en sorte que ça se passe bien avec eux. Euh, j'ai aussi peaufiné ce petit agent IA dont je te parlais tout à l'heure, essayer de l'améliorer.
Mais ouais, c'est ça principalement mes sujets. Et en tâche de fond, en always on, j'ai toujours la créa de contenu et faire mes coachings avec mes clients pour les aider à atteindre leur objectif. Tu prends combien de temps par semaine à faire ta création de contenu? Je dirais que ça me prend 4-5 heures par semaine. Ça, Euh, ça va, enfin, je pensais que je pensais que t'allais me dire beaucoup plus. ouais, mais en fait, parce que bah, déjà, le montage, je le Ah oui, fais ok, pas. ouais. La publication, c'est pas moi non plus. Et le taf de recherche, bah, justement, je suis en train de l'automatiser un peu. Mais là, tu vois, typiquement, ce qui s'est passé cette semaine, là, on est jeudi. Mardi matin, j'ai fait une grosse séance recherche, analyse, prendre des idées à droite à gauche, scripting, etc. Hier après, donc là, ça m'a pris 2 grosses heures. Hier après, j'ai tourné, pareil, ça m'a pris un peu moins de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Et c'est à peu près tout. Et une fois que tout ça sera monté, je ferai un peu un check, je ferai des retours, etc. Et une fois que ça c'est bon, bah c'est bon, le contenu est prêt, quoi. Ok, c'est beau. Magnifique. Pour la semaine à peu près. Je fais des batchs de 5-6 contenus par tournage, quoi. Ok. Bah, écoute, franchement, merci beaucoup. C'est ultra intéressant. Je pense que j'ai posé toutes les questions que j'avais. On a pas mal éparpillé sur deux, trois sujets. En vrai, c'est toujours ultra intéressant. Merci d'avoir été ultra concret. C'est vrai que d'un point de vue, on va dire tips, surtout quand on a parlé, tu vois, de typiquement la stratégie Instagram. En général, je parle pas beaucoup de l'expertise pure dans l'invité, mais là, je trouve que c'est quand même important. Surtout que, bon, j'en avais Bah, avec besoin, je plaisir. pense, en perso. Donc, en vrai, merci pour ça. Et puis, en tout cas, je te dirai tout ça quand on publiera l'épisode, mais c'était un plaisir. Bah, plaisir partagé. Merci à toi, Valentin. J'espère que les gens qui nous écoutent auront kiffé aussi. S'ils veulent poser des questions supplémentaires, bah, Insta ou autre, ils sauront me trouver. Mais c'est avec plaisir. Merci, Valentin. Carrément. Bah, écoute, je mettrai tout en description. Et puis, écoutez, merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Ofcast. Merci.